Oui, je proposais de parler de sujets que je connais et qui sont encore mon quotidien comme secrétaire général du Conseil national de protection de l'enfance autour de la protection de l'enfance. Et puis aussi parce que dans une perspective historique, la protection de l'enfance cristallise plein d'enjeux en lien avec la Convention des droits de l'enfant, l'application de cette convention depuis bien longtemps. Quand on évoque les violences, on évoque nécessairement la protection de l'enfance. Et je crois effectivement que le domaine, on disait ça en aparté, que le domaine qui a le moins évolué, le moins reculé, c'est la question des violences faites aux enfants, quelles qu'elles soient. Et c'est de fait en lien avec la protection de l'enfance. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais aussi revenir sur deux, trois éléments qu'on a discutés, parce que j'avais prévu de les aborder, mais du coup, je préfère le faire en préambule, sur les aspects de la Convention des droits de l'enfant comme guide de tout acteur de l'enfance. Très largement. Je pense que c'est extrêmement important de l'envisager comme ça. Et moi, j'ai changé un peu mes lunettes, que je n'avais pas à l'époque. Mais de métier, je suis directrice des services de la protection judiciaire de la jeunesse. J'étais très engagée dans l'animation, à titre bénévole. Et au moment de l'avènement de la Convention des droits de l'enfant en 89, c'était le début de mes engagements bénévoles dans l'animation, l'éducation populaire. Et j'avais été très, très marquée par cette question de participation des enfants et de l'opportunité qui leur était donnée avec la Convention des droits de l'enfant, notamment dans cette historicité qui ont été évoquées par Claire, de pédagogues, de psychologues, de médecins, qui ont développé des méthodes d'éducation nouvelles et qui ont donné une toute autre place aux enfants. Et ce prisme-là que j'avais s'est complètement éclairé quand je suis devenue défenseur des enfants en 2011, adjointe de Dominique Baudis, avec cette question de l'intérêt supérieur de l'enfant et de guidelines, on dirait en bon français, que nous donne la Convention des droits de l'enfant pour savoir si on est bien au rendez-vous où il faut être avec les enfants. Et cette idée de notion d'intérêt supérieur de l'enfant, alors évidemment, qui est, comme le disait Adeline Goutte-Noir, une notion à contenu variable. C'est toute la dynamique de soft law de la Convention des droits de l'enfant, parce qu'il n'y a pas forcément d'applicabilité directe de la Convention, mais même certaines dispositions, on ne les a pas traduites nécessairement en droit français, donc ça donne des choses qui sont un peu souples, un peu soft, comme on dit en bon français. Et donc ce repère de l'intérêt des droits de l'enfant, l'intérêt supérieur des droits de l'enfant, il est hyper important. Et moi, je me suis donné une grille de lecture qui est davantage celle de la traduction anglaise, ou de l'écriture de base d'ailleurs anglaise, donc je peux me dire que peut-être c'est plus juste, mais Claire, tu me diras si c'est une bonne interprétation. Moi, j'aime bien l'idée dynamique de la Convention des droits de l'enfant qui vise à rechercher le meilleur intérêt de l'enfant. En anglais, on parle de the best interest. On ne dit pas l'intérêt supérieur. Parce que du coup, en français, on a un petit prisme déformant, comme si l'intérêt supérieur de l'enfant, il était supérieur à d'autres intérêts. S'il fallait les mettre comme ça en comparaison ou en hiérarchie. Et je crois, et notamment en protection de l'enfance, qu'il y a dans un certain nombre de situations d'autres intérêts à prendre en compte, même si, encore une fois, il est primordial, et ça nous est dit dans la Convention. Et donc, du coup, c'est celui qui fera la différence, c'est celui qui pourra être déterminant dans la prise de décision, mais je trouve que la dynamique de la recherche du meilleur intérêt de l'enfant est plus aidante, en tout cas pour moi, dans la manière d'aborder les sujets. Voilà, alors après avoir été défenseur des enfants, ça s'est arrêté un petit peu trop vite, mais j'ai eu la chance d'aller travailler dans un cabinet ministériel pour piloter le travail de l'audition de la France en janvier 2016. Et à cet égard, j'ai donc travaillé très étroitement avec les affaires étrangères et en transversalité avec l'ensemble des ministères. Et c'était pas du gâteau. C'est un des problèmes d'ailleurs pour la France, cette question de transversalité, d'articulation des acteurs sur tous les sujets de l'enfance et de la protection de l'enfance en particulier.
Et ça se prépare, hein, on met un peu de temps, on rend un rapport, on a des questions, on renvoie un rapport. Enfin bref, il faut bien 18 mois pour répondre correctement aux questions, pour préparer l'audition, pour se rendre dans une délégation qui tient la route à Genève. Et pour m'attacher vraiment aux questions de protection de l'enfance, je voudrais vous parler tout de suite des 3 observations, des 3 grandes catégories d'observations qui nous ont été faites en matière de protection de l'enfance, et puis après regarder comment ça s'est traduit dans des évolutions législatives qui étaient déjà en discussion, et peut-être en évolution aussi des pratiques. Je dis peut-être parce que je crois que les pratiques et les organisations n'évoluent pas suffisamment vite. Alors d'abord, le Comité des droits de l'enfant nous a reproché d'avoir une gouvernance de la protection de l'enfance qui n'était pas claire et elle aussi pas articulée. Vous savez, c'est une compétence exclusive des départements, ce qui n'est pas un problème en soi, à partir du moment où l'État prend sa part. Et là, pour le coup, la question de l'État qui prend sa part est effectivement une grande difficulté, d'autant que en France, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés, et c'est le Comité des droits de l'enfant, il nous attend sur des réponses qui donnent une réalité de ce qui se passe en France. En France, aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à dire ce qu'il se passe dans les départements. Et à partir de là, ça veut dire, pour le Comité des droits de l'enfant, qu'on n'a pas une bonne gouvernance de la protection de l'enfance dans cette difficulté à rendre lisible et visible ce qui se passe concrètement pour les enfants au plus près de leur quotidien quand ils bénéficient de mesures de protection de l'enfance. Ça, c'est une première critique forte. En lien très étroit aussi, c'est une critique assez classique dans les organisations internationales, c'est le manque de visibilité sur l'argent que la France consacre aux enfants qui bénéficient de protection, puisqu'on n'a aucune approche globale d'un budget concourant à la protection des enfants, au regard notamment du PIB. Ça, ce sont des mécanismes et des mécaniques qui sont à l'international assez habituels et dont on n'a pas la culture en France. Alors, je fais un petit pas de côté. Vu la polémique qui existe sur l'argent consacré aux droits des femmes, je ne sais pas si vous avez suivi ça ces dernières semaines, mais où la secrétaire, ces derniers jours, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes a sans doute fait bosser des services des administrations pour agréger tout l'argent qui est consacré aux droits des femmes. Et on arrive à une somme extrêmement importante, qui est réclamée d'ailleurs par un certain nombre d'associations, 1 milliard d'euros. Mais en réalité, on se rend compte qu'on met tellement tout dans le panier que finalement, on ne sait plus du tout ce qui est fait et à quoi ça correspond concrètement. Et donc, la lisibilité est quand même assez contestable. Ce qu'on sait quand même chaque année, et ça c'est grâce à la DREES et l'Observatoire national de la protection de l'enfance, c'est qu'on a une grosse somme d'argent qui est consacrée à la protection de l'enfance, près de 8 milliards d'euros aujourd'hui, et que pour autant, il y a encore des marges de progrès importants à faire. Des départements, uniquement des départements. 8 milliards, pardon, que les d'aide sociale à l'enfance, que les départements consacrent, et c'est hors salaire aussi. Donc on a quand même un aperçu hors dépenses de personnel. Oui, merci. Plus précis. Voilà, donc un manque de visibilité sur l'effort financier. Et puis dernier élément qui est reproché globalement pour l'enfance à la France, mais spécifiquement pour la protection de l'enfance, c'était et c'est qu'il n'y a jamais eu d'approche globale d'orientation stratégique en matière de protection de l'enfance par la France. Alors là aussi, les organisations internationales aiment beaucoup que l'on ait des plans, des stratégies avec des objectifs, des finalités, des objectifs, limités dans le temps, des résultats à évaluer, etc., etc. C'est hyper intéressant, c'est très motivant, c'est très mobilisateur. Simplement, il faut être au rendez-vous, là aussi. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de la dernière stratégie qui a été annoncée parce que ce serait difficile. Je pense, franchement, que la France n'est pas au rendez-vous et que dans l'examen si l'examen de la Convention arrivait... à ce moment pour regarder, cet examen fin d'analyse de la stratégie qui a été rendue, on verrait bien qu'elle n'est pas à la hauteur
des enjeux qui sont repérés depuis un certain nombre d'années et qui l'ont été très largement par les défenseurs. Ça a failli coûter très très cher à Claire Brisset dans la manière, enfin pas Claire Brisset personnellement, mais la défenseur des enfants quand elle a critiqué un peu trop fort tout ce qui se passait pas dans la protection de l'enfance. Pour raconter l'histoire, le Sénat avait baissé le budget et finalement ça n'est pas arrivé parce que le président de la République a mis Léola, mais effectivement, donc c'était Jacques Chirac à l'époque qui a toujours été très soutenant pour les enfants et les droits de l'enfant, il faut le dire. Ça ne s'est pas fait, mais voilà, dès qu'on chatouille un peu trop de ce côté-là, les représailles sont fortes. Et un des enjeux, par exemple, qui fait défaut dans cette stratégie, c'est effectivement, à mon sens, la capacité à travailler avec les départements, autrement que sur le mode contractuel qui nous est proposé, qui est insuffisant. Il y a certainement des leviers intéressants au travers de cette idée de contractualisation, mais c'est insuffisant. Et la capacité aussi à, pardon Dominique de le dire comme ça, à contraindre, plus positivement contrôler, mais encore mieux accompagner les départements sur un certain nombre de sujets qui concernent la protection de l'enfance. Alors, je voudrais encore insister sur 2-3 questions en entrant dans les observations. Le Conseil national de la protection de l'enfance, il est né dans la loi de 2016 du constat fait par plein d'acteurs d'un niveau de gouvernance nationale, donc rejoignant en ça le comité des droits de l'enfant, d'un déficit de gouvernance nationale de la protection de l'enfance. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de recentraliser, ce serait complètement stupide, bien évidemment. Sur, je pense, pratiquement aucune question, ça n'a d'intérêt spécifique. En revanche, de se dire que des acteurs qui ont une existence nationale, je pense à l'éducation nationale, à la santé, même si avec les ARS, on est sur des modes de gouvernance qui sont un petit peu particulières, les agences régionales de santé, pardon, mais aussi, par exemple, encore des questions de loisirs, d'activités des enfants. On a des articulations à créer avec une correspondance nationale et une correspondance locale. Et que ça, aujourd'hui, ces dynamiques-là, elles n'existent plus du tout parce qu'en réalité, dans les préfectures, du point de vue des services de l'État, il n'y a plus de compétences du côté de la protection de l'enfance. La seule chose très opérationnelle, ça peut être les pupilles quand on regarde bien, et ça fonctionne pas toujours voilà, comme on aimerait que ça fonctionne. D'ailleurs, le ministre a mobilisé ces questions-là. Mais ce niveau d'articulation-là, il n'est pas fait. Donc, fort de ce constat-là, le législateur en 2016, au travers d'une proposition de loi proposée par des sénatrices, a proposé de créer cette instance nationale qui a pour objet d'orienter les politiques publiques en matière stratégique, qui a pour objet de garantir un certain nombre de choses en matière de formation, qui vise aussi à inscrire dans la façon de travailler la question de la prise en compte des besoins de l'enfant, qui a pour objet de se doter d'outils qui pourraient être proposés, voire partagés, pour ne pas dire imposés aussi, pour arriver à une meilleure égalité de droits, de protection notamment. Et là, on rejoint les enjeux de la Convention des droits de l'enfant. Je fais référence à un des premiers avis rendus par le CNPE. Je n'y étais pas pour enclencher le travail, donc j'en parle très librement. C'est cette idée d'avoir un référentiel d'évaluation de la situation de danger ou de risque de danger des enfants qui soit commun à l'ensemble des départements et qui soit aussi partagé avec d'autres professionnels. C'est pas une idée qui est arrivée comme ça dans la tête de quelqu'un un matin, et vous le savez, dans le champ de la protection de l'enfance comme ailleurs, ce sont souvent les pratiques des professionnels qui à des bonnes pratiques à des endroits qui commencent à se généraliser et qui tout d'un coup sont davantage conceptualisés et peuvent faire référence pour davantage de professionnels du même champ ou de champs de culture connexes ou
ou en tout cas concourant à la protection de l'enfance. Le référentiel dont on parle, il a été travaillé, il a été éprouvé, il a été évalué en constance, puisqu'il y a aussi un comité technique qui existe autour de ce référentiel. Il est aujourd'hui mis en œuvre ou en voie de l'être dans 44 départements, c'est-à-dire pratiquement la moitié des départements de France. Ça pourrait quand même être une bonne idée de se dire qu'il peut être généralisé, même s'il y a des accompagnements spécifiques, des souplesses à inventer pour correspondre aux besoins des territoires. Voilà, ça c'est juste une petite illustration pour vous dire comment une instance nationale, elle peut orienter des pratiques comme ça. Elle peut le faire aussi parce qu'il y a une connexion locale, nationale. Je le dis dans ce sens-là. C'est important que le travail qu'on peut penser dans une dynamique nationale soit connecté aux réalités des départements, puisque c'est là où se vit cette politique publique qui a pour une part encore et décidée très largement au niveau national. Voilà, et donc je vais terminer là-dessus quand même sur l'influence de la Convention des droits de l'enfant. On fait pas assez, ça c'est, on a fait beaucoup, mais on n'a pas fait encore assez sans doute. Tout le monde l'a dit, je crois qu'Adeline Goutte-Noir l'a dit à peu près en ces termes-là. Ce que je crois quand même, c'est que il faut y aller étape par étape, et qu'on a encore besoin d'être dans cet accompagnement un petit peu progressif. La décentralisation s'est faite au milieu des années 80. On n'a pas nécessairement beaucoup accompagné les départements dans la démarche. Peut-être qu'aujourd'hui, on en paie un petit peu les frais. En 2007, il y a eu une loi absolument déterminante qui a commencé d'inscrire activement les droits de l'enfant. Pour autant, dans la manière, alors les droits de l'enfant dans la protection de l'enfance, dans la manière d'aborder le sujet, on voit bien qu'en 2007, on n'était pas encore tout à fait mûr pour inverser les paradigmes. Je parle sous contrôle de Fabienne Quiriot, qui a été très impliquée dans l'avènement de cette loi-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Simplement, la définition de la loi de 2007, elle fixait pour objectif à la politique publique de protection de l'enfance de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles, etc., etc. On voit bien et on a observé que dans cette évolution de la protection de l'enfance, on en était du coup à, et c'est les écueils qui se sont produits, qui ont été observés assez rapidement, même si c'était pas l'objectif, c'est qu'on a inscrit une primauté de la famille qui a eu des effets qui n'étaient pas forcément prévisibles, mais qui ont été délétères, de type des interventions plus tardives, une espèce de parcours en protection de l'enfance qui fait qu'il fallait passer par des tas de mesures, comme tel type d'accompagnement au domicile, tel type de mesures de milieu ouvert, et puis après, un placement qui inévitablement finissait par arriver, mais la situation était très dégradée, etc., etc. C'était évidemment pas toutes les situations qui étaient comme ça, mais il y a eu une lecture assez rigide de la loi, qui a donné cette interprétation qui, encore une fois, n'était pas l'intention de départ, mais qui a produit des effets qu'il fallait un petit peu inverser. Et en fait, ce constat, évidemment c'est facile de le dire après, ce constat était tellement fort dans les évolutions législatives qui ont été souhaitées à partir de différents rapports et différents travaux que j'évoquais et qui ont amené à la loi de 2016, que la définition de la loi de 2016, elle s'est franchement imposée du point de vue des enfants, du point de vue de leurs besoins et du point de vue de leurs droits, et je vais m'arrêter là-dessus. C'est aujourd'hui dans l'article 1 de la loi de 2016, la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. C'est pas seulement pour faire joli, c'est pas seulement parce que j'étais au cabinet de Laurence Rossignol que j'avais convaincu mes collègues qui pilotaient le travail sur la loi qu'il fallait absolument l'inscrire dans cette dynamique. C'est parce que le moment était venu, sans doute, beaucoup plus qu'en 2007, d'entrer dans les droits de l'enfant
d'entrer dans la protection de l'enfance vraiment par les droits de l'enfant. Parce que les droits de l'enfant, ils se sont bâtis à partir des besoins des enfants, notamment repérés par les pédagogues, les psychologues et les acteurs de l'éducation du début du XXe siècle. Et souvent, on oppose besoins et droits, et ça donne aussi une approche très psychosociale aux droits qui peuvent gêner les juristes un peu purs et durs. Je te regarde avec mes gros yeux, Adeline. Mais en tout cas, on a cette interaction de besoins et de droits qui est à prendre en compte pour bien faire vivre les droits de l'enfant et pour bien protéger les enfants. Et au fond, rechercher le meilleur intérêt de l'enfant, ou l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est aussi ça. Et évidemment, c'est une notion à contenu variable, mais parce que les questions d'éducation, les enjeux de développement satisfaisant des enfants, c'est bien cette question-là.